Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais raconter comme d'habitude deux histoires qui font bien flipper. Et mes amis, si mes grands calculs sont bons, normalement vous devriez voir cette vidéo le jour de Noël. La publication est prévue le 25 décembre, donc normalement ça devrait être bon. En tout cas, j'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, que ce soit Noël ou Nouvel An. J'espère que vous vous amuserez bien, que vous profiterez bien de vos proches. Et une des choses que je peux vous souhaiter pour 2026, c'est simplement d'être heureux. Et aussi d'avoir la santé et tout ce qui va avec, parce que c'est vraiment la chose la plus importante. Et vraiment quoi, j'espère que 2026 sera beaucoup mieux que 2025. En tout cas, sachez que cette année pour moi ça a été l'année la plus incroyable sur YouTube, Spotify et tous les réseaux sociaux. La chaîne a extrêmement évolué. En parallèle de ça, j'ai commencé la BD. Elle est prévue normalement pour octobre 2026, donc pour Halloween. Et normalement, début, milieu d'année, je commencerai à vous en parler un petit peu plus, mais c'est un truc, j'ai trop hâte de le faire. Parce que dites-vous que derrière, il n'y a pas de maison d'édition ou quoi, c'est vraiment moi qui ai créé la BD avec un illustrateur. Donc on est entre guillemets deux pour ce gros projet et j'espère que ça va vous plaire. Mais bon, tout ça, je vous en parlerai en temps voulu. En tout cas, profitez bien des fêtes de fin d'année et moi je vous propose d'être un allumeur de là où vous trouvez. Et on est parti pour la première histoire. Cette première histoire, mes amis, c'est celle de Virginie. Au moment des faits, notre amie, elle a 27 ans, elle bosse et elle a une vie plutôt normale. Mais dans sa tête, c'est absolument tout le contraire. En fait, elle nous explique qu'elle rêve de partir découvrir le monde tout le temps. Elle rêve de bouger, de voir des paysages qui n'ont absolument rien à voir avec ceux qu'elle voit tous les jours. Et surtout, Virginie, c'est quelqu'un qui adore l'idée de l'inconnu. Parce qu'elle aime bien ce petit frisson qu'elle ressent lorsqu'elle sort de sa zone de confort. Et il y a un truc qu'elle nous explique, c'est qu'en fait, avec le temps, elle en a marre d'attendre sur les autres pour pouvoir partir. Ou même simplement d'attendre une réponse de ses amis pour planifier un voyage. Parce qu'en fait, à chaque fois, c'est pareil. On lui dit des trucs du style « Ah, j'aimerais trop venir avec toi, mais j'ai pas de vacances. » Ou encore « Ça tombe mal ce mois-ci niveau budget, ou alors on verra plus tard. » En soi, on est complètement d'accord, ce sont des excuses très valables. Mais Virginie, ça la saoule. Parce que elle, plus tard, ce n'est pas envisageable, elle veut faire les choses maintenant. Du coup, un soir, elle décide de faire un truc complètement fou. En rentrant, elle se pose sur son canapé et elle réserve un voyage entier en solo. Elle nous dit que c'est la première fois qu'elle fait ça, donc évidemment, ça la stresse un petit peu. Mais bon, ça la gaffe tellement d'attendre sur les autres que elle saute le pas. Visiblement, ce qu'elle réserve, c'est une expédition. Et elle prend un hôtel pour 2 nuits qui se situe pas loin de l'expédition, comme ça, elle est assez libre. Et mes amis, cette expédition, c'est 2 nuits en pleine nature. C'est quelque chose dont elle a toujours rêvé, et apparemment, ce sera un petit groupe de 5 ou 6 voyageurs qui seront accompagnés par 2 guides locaux qui connaissent absolument chaque recoin. Et c'est trop cool parce que c'est exactement ce qu'elle recherchait. Elle voulait pas un truc de touriste, mais une vraie aventure avec une vraie immersion dans le pays qu'elle va aller visiter. Le jour J, Virginie, elle prend l'avion, elle arrive à son hôtel, et très vite, les 2 jours d'expédition arrivent à grands pas. Notre amie, elle se lève très tôt le matin et elle retrouve le petit groupe au point de rendez-vous qu'ils se sont donné. Et apparemment, c'est dans le hall de l'hôtel. Elle nous raconte qu'elle sent tout de suite une bonne ambiance parmi le groupe. Il y a 2 couples qui ont l'air assez cool, un homme seul qui est un petit peu timide mais souriant, et une femme d'une 50aine d'années qui parle avec absolument tout le monde. Au bout de quelques minutes, c'est au tour des guides d'arriver, et le premier, celui qui semble gérer la logistique, eh bien, il semble assez posé et on sent qu'il assume ce rôle de leader. Et le deuxième, il est un petit peu plus calme, un petit peu plus discret, mais on sent aussi qu'on peut vraiment avoir confiance en lui. En fait, même quand Virginie, elle les voit, elle se dit qu'ils forment un duo juste incroyable. Et franchement, elle est contente des gens avec qui elle va partager cette aventure. Et ça promet d'être incroyable. Le trajet pour rejoindre leur endroit se fait dans une énorme voiture. Virginie, elle colle son gros front à la fenêtre, elle regarde défiler des paysages et elle est émerveillée parce que ce sont des paysages qu'elle n'a absolument jamais vus de sa vie. Et là, l'adrénaline, elle commence à monter. Quand ils descendent en fin de la voiture pour commencer la marche, ils avancent tous ensemble, ils rigolent, ils posent des questions au guide, et il y a une sorte d'entraide qui se met en place pour ne pas glisser dans le sable. Parce que oui, notre amie dans l'histoire, elle ne nous dit pas le pays exact où ça se passe, mais visiblement, il y a du sable. On peut donc naturellement imaginer un pays chaud, et ça donne plutôt envie. Est-ce qu'on aura toujours envie de faire cette expédition à la fin de la vidéo ? Je ne suis pas si sûr, mais on verra. À un moment, le soleil se couche doucement et les guides décident de s'arrêter pour installer les tentes et tout le monde s'y met. Certains montent les tentes et d'autres vont chercher des brindilles, ce qu'ils trouvent pour faire du feu, pendant que d'autres aident à préparer le repas. À un moment, la nuit tombe pour de bon et le feu est allumé au milieu du camp. Ils mangent tous ensemble, ils parlent de leur voyage précédent, de ce qu'ils font dans la vie, des choses qui les ont poussés à être là ce soir. Et le guide principal, il raconte des histoires de touristes qui sont effrayés par des choses insignifiantes et à chaque fois, tout le monde rigole, donc ça instaure vraiment un climat incroyable. À ce moment-là, il fait presque nuit noire et Virginie, elle rejoint sa tente pour aller dormir. Elle entend les autres voyageurs qui discutent encore un petit peu. Puis, c'est à leur tour d'aller dormir quelques minutes plus tard. Notre amie, elle pense aux 2 jours qui vont être quand même assez costauds et qui arrivent à grands pas. Donc, elle s'endort rapidement. Elle pense aussi à un truc, c'est aux animaux qu'elle espère voir au lever du soleil, aux différents chemins qu'elle devra encore parcourir. Et jusque-là, elle vit un rêve éveillé. Lorsqu'elle se réveille, le soleil n'est malheureusement pas encore levé, mais un des couples de l'expédition est déjà en train de préparer du café pour tout le monde. Virginie, elle sort de sa tente, elle s'étire, elle regarde autour d'elle pour voir où sont les guides, et elle voit que le guide principal discute avec le couple, donc
il n'y a rien d'anormal. Le seul truc qu'elle remarque, c'est que le deuxième guide n'est toujours pas debout, donc il va pas tarder à se réveiller. Mais au bout d'une minute, elle nous raconte qu'elle voit le guide principal avec une expression qu'elle n'avait pas vue la veille. C'est un peu comme s'il avait l'air extrêmement inquiet. Là, elle l'entend répéter aux autres que tout va bien, tout est sous contrôle, qu'il est probablement parti en avance pour vérifier un point du parcours ou ce genre de truc. Et dans son discours, il garde un ton très calme, mais Virginie, elle remarque tout de suite que ça a l'air d'être forcé et que quelque chose ne va pas. Bon, dans le groupe, personne n'ose trop poser de questions, mais tout le monde comprend que il y a quelque chose qui cloche. Virginie, elle observe le sol, elle regarde autour des tentes, parce qu'elle nous explique qu'elle essaye de chercher un peu instinctivement un détail qui expliquerait sa disparition. Mais vous vous en doutez, elle ne voit absolument rien. Le guide principal, il tente encore et encore de rassurer le groupe, mais Virginie, au fond d'elle, elle sent que même lui n'y croit pas, et c'est à ce moment précis que l'ambiance elle change un petit peu. Clairement, il manque quelqu'un et personne ne sait où il est passé. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils décident tous ensemble de chercher un petit peu autour du camp, histoire de se rassurer, mais personne n'ose vraiment se disperser. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils avancent en petits groupes. Bon, Virginie, elle regarde un peu autour d'elle, elle ne voit rien, mais c'est la première personne à tomber sur une potentielle trace. C'est quelque chose qui ressemble à une empreinte assez profonde, et visiblement, elle a été marquée par une chaussure. On ne voit pas exactement les détails, parce que dans le désert, le sable, il est très léger, donc il suffit d'un petit coup de vent pour que ça recouvre. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle appelle tout le monde et quelques secondes plus tard, le guide arrive, il se penche, il regarde, puis dans sa tête, il se dit que c'est probablement la trace de son collègue qui a disparu. Ce qu'ils font, c'est qu'ils suivent les empreintes sur quelques mètres. C'est des pas qui sont assez réguliers, comme si une personne marchait normalement. Mais au bout d'un moment, quelque chose change et les pas deviennent un peu plus espacés. Ça devient carrément irrégulier et à un moment, ils disparaissent complètement. Virginie, elle voit un peu la suite avant tout le monde. C'est une longue marque dans le sable, comme un trait épais en continu. Elle se baisse, elle essaye de toucher un peu le sable pour essayer de comprendre. Et il y a un flash qui lui vient en tête, c'est que ce trait, ça fait grandement penser à quelqu'un qu'on tire sur le sol. Ou du moins comme si vous preniez un objet, que vous le posez et que vous le traînez sur la longueur. Donc, elle regarde, elle lève la tête. Tout le monde se fige autour d'elle et pendant quelques secondes, il n'y a plus personne qui ose dire un mot. Le guide essaie de rassurer tout le monde en disant « les gars, ça peut être n'importe quoi. Probablement qu'on se fait des idées et que le gars il est simplement allé chercher quelque chose ou il est parti à l'aventure. » Mais Virginie, à ce moment-là, elle voit dans son regard qu'il n'y croit pas et les autres non plus d'ailleurs. Elle en est sûre et certaine, l'homme n'a pas disparu volontairement, mais quelque chose ou quelqu'un l'a emporté. Bref, après cette découverte, tout le monde revient au camp parce qu'ils ne savent juste pas quoi faire d'autre. Le guide principal essaye encore de calmer tout le monde, il dit qu'ils ne sont pas seuls, que si jamais les secours peuvent être appelés en cas d'extrême besoin, et que plus tard dans la journée, si le deuxième guide ne revient pas, là, il appellera quelqu'un. Bref, la journée passe dans une tension qui est pas très agréable. Tout le groupe reste ensemble, ils évitent de s'éloigner, et ils marchent moins que prévu, parce que, personne n'a envie de s'aventurer trop loin. Virginie, c'est quelqu'un qui capte très vite les émotions et les ressentis de tout le monde, donc elle voit bien que le groupe essaye d'agir normalement, mais il n'y arrive pas vraiment. Et quand la nuit tombe, pour la deuxième fois, ce n'est plus du tout la même ambiance qu'il y avait la veille. Personne n'ose rire, plus personne ne se raconte d'histoire, et le guide dit même à tout le monde qu'il faut se coucher tôt pour reprendre la marche le lendemain. Mais on voit bien qu'il dit ça juste pour éviter de discuter avec les autres membres. En fait, c'est très simple, personne ne veut parler du fait que un des membres du groupe, donc le guide, a disparu à quelques mètres d'eux et personne ne sait où il se trouve, ni même s'il est encore en vie. Parce que le truc, c'est que si on était en pleine ville, il peut se retrouver chez quelqu'un, etc. Mais en plein milieu d'un désert, si vous vous retrouvez perdu sans nourriture ni boisson, eh bien, vous êtes terminé. Très logiquement, Virginie, elle ne ferme pas l'œil de la nuit, elle reste dans sa tente, elle pense aux traces qu'elle a vues dans le sable, et elle a l'impression d'être dans un endroit où quelque chose ou quelqu'un rôde, et du coup, elle se sent pas forcément en sécurité. Quand Virginie, elle entend que tout le monde va se coucher, elle attend quelques minutes, puis elle se lève, elle prend son courage à deux mains, elle met ses chaussures, elle prend sa lampe de poche, elle ouvre très lentement et très discrètement la fermeture de sa tente, et elle traverse le camp pour retourner à l'endroit où ils ont trouvé les traces. Elle se dit que si elle ne suit pas les traces, personne du groupe ne le fera, et que peut-être le guide qui a disparu, il a encore des chances d'être vivant à quelque part. Logiquement, si elle suit la traînée, elle devrait tomber sur lui, mais le truc, c'est que si on le fait dans 1 semaine et demie, il sera mort. Elle allume sa lampe de poche, juste assez pour voir à quelques mètres devant elle. Et j'ai envie de dire c'est mieux parce que sinon ça attire l'attention de tout ce qu'il y a autour. Elle avance lentement en vérifiant tout le temps derrière elle si quelqu'un la suit. Et elle nous fait une confession, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a tellement pas de bruit que sa propre respiration lui fout les boules. Elle est dans le désert, il fait nuit noire et elle pourrait se faire bouffer ou kidnapper par n'importe quoi ou n'importe qui. Bref, elle suit cette longue traînée sur plusieurs centaines de mètres et d'un coup,
elle voit quelque chose dans l'obscurité, une sorte de forme au loin, un peu comme si c'était un rectangle. Bon, elle sait pas trop ce que c'est, du coup, elle avance encore et encore, et à un moment, elle éteint complètement sa lampe pour observer juste avec la lumière de la lune, et c'est là qu'elle distingue que ce rectangle, en fait, c'est pas un rectangle, c'est un campement qui est posé là, perdu au milieu du désert. Mais pour en être sûre, elle rallume sa lampe, et quand elle la rallume, elle voit un peu mieux, et entre elle et le campement, il y a 2 bassines en métal, donc elle se situe à peine à quelques mètres. Et lorsqu'elle pointe sa lampe de poche dessus, elle voit que c'est rempli de montres, de bijoux, de sacs, d'appareils photo. Et là, elle capte que, probablement que ces affaires appartiennent à des touristes. Là, Virginie, elle a l'impression d'avancer dans l'enquête, et elle se dit surtout que si quelqu'un la voit, peut-être qu'il y aurait de graves conséquences. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle recule, mais avant même qu'elle ait eu le temps de réfléchir à repartir, elle entend une voix et elle en est sûre et certaine. Cette voix, elle lui rappelle quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est le guide qui a disparu. Cette voix, on dirait qu'elle est en train de supplier quelqu'un et elle l'entend dire « Je n'ai rien d'autre, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, je veux juste partir ». Notre amie, elle nous dit que la voix qu'elle entend, elle est tellement faible qu'elle a envie de courir vers lui. Parce que ça se voit à 100% qu'il est en danger et qu'il a besoin d'aide. Mais elle n'a juste pas le temps de réfléchir qu'une autre voix lui répond. C'est une voix très froide qui lui dit qu'il ne partira pas et que maintenant qu'il a vu leur visage, c'est malheureusement fini pour lui. Virginie, elle comprend exactement ce que ça veut dire. Elle comprend très bien qu'ils vont probablement le tuer et qu'ils le feront incessamment sous peu. Immédiatement, elle éteint sa lampe, elle recule lentement, puis quand elle est assez loin pour ne plus faire de bruit, elle se met à courir en direction de son campement. Elle court tout droit sans même réfléchir et quand elle arrive enfin au campement, elle arrache la fermeture de la tente du guide principal. Et lui, il se réveille en sursaut. Là, elle lui explique qu'elle vient de suivre les traces qu'elle a trouvées la veille et qu'elle y a trouvé un campement assez caché, qu'il y a des bassines pleines d'affaires de touristes, on dirait vraiment des trucs volés, et que surtout, le guide disparu est encore vivant, mais que probablement, il est en grave danger. Le guide principal, en entendant ça, il se fiche complètement. Petit à petit, les autres voyageurs sortent de leur tente parce qu'ils ont tout entendu. Certains demandent ce qu'il se passe, d'autres, ils voient dans les yeux de Virginie que c'est la merde. Et il faut environ 28 à 30 secondes pour que tout le campement soit au courant. Immédiatement, le guide principal attrape son téléphone et il dit qu'il appelle la police. Mais malheureusement, vu que le groupe se trouve dans le désert, ça va être un petit peu compliqué pour les policiers de les retrouver. Et le guide dit, si jamais ils arrivent à nous retrouver, ça va prendre environ 30 à 45 minutes. Là, lorsqu'elle entend ça, Virginie lui dit, mais écoute gros, c'est pas possible qu'on attende 30 à 45 minutes, parce que le guide, il va se faire buter bien avant. Là, la femme un peu plus âgée du groupe demande si c'est une bonne idée d'aller là-bas. Virginie, elle lui dit, bien sûr que je comprends ta peur, mais que on est tous effrayés, et que si concrètement nous on ne fait rien, le guide, c'est fini pour lui. Est-ce que le groupe a envie d'avoir ça sur leur conscience ? J'en suis pas certain. Là, le guide principal réalise que c'est peut-être leur seule chance de sauver son collègue. Alors, il dit qu'ils vont y aller, mais qu'il faut être tous ensemble, histoire d'avoir plus de chances de s'en sortir. Là, les membres du groupe trouvent ce qu'ils peuvent dans le campement. Certains prennent des grosses pierres qui sont plates, d'autres des bouts de bois qui étaient prévus à la base pour le feu. Malheureusement, ils n'ont pas grand-chose pour se défendre, mais bon, c'est mieux que rien. Eux, ils comptent vraiment sur le nombre plutôt que sur le matériel. Virginie ouvre la marche parce que c'est la seule à connaître la direction. Le guide se trouve juste derrière elle et derrière, il y a les autres. Et il n'y a pas un bruit, histoire de ne pas se faire repérer. Petit à petit, le deuxième camp apparaît au loin. Donc ils s'arrêtent, ils éteignent toutes les lampes et ils se rapprochent très lentement, presque accroupis. Et Virginie, à l'aide d'un geste, elle montre là où elle a vu les bassines et où avaient l'air de se trouver les voies. Le guide hoche la tête pour dire qu'il a compris. Ils avancent encore un peu. Et quand il s'approche vraiment, là, il voit une scène absolument terrifiante. Le guide qui a disparu est attaché à une chaise au centre du camp, avec la tête baissée, les poignets liés. Il a l'air d'être en train de respirer, donc plutôt bonne nouvelle. Et à côté de lui, il voit 2 hommes de dos qui discutent à voix basse. Et ils ont l'air très calmes, comme si kidnapper quelqu'un pour eux c'était quelque chose de banal. Du coup, le groupe, ça les fait un peu flipper. Le guide principal tourne la tête dans la direction des membres du groupe, il fait un signe et tout le monde se lève en même temps. Une fois que tout le monde est debout, ils se mettent à foncer dans la direction du camp. Là, ils ne réfléchissent clairement plus. Ils chargent sur eux. Les 2 mecs qui étaient debout à côté du guide qui s'est fait kidnapper, ils se retournent d'un coup parce qu'ils sont surpris. L'un des mecs essaye d'attraper quelque chose au sol, mais le guide principal lui saute dessus. Il le plaque contre le sol et du coup, son collègue, donc le deuxième méchant, il tente de prendre ses clics et ses claques et de se barrer. Malheureusement pour lui, il y a 2 mecs du groupe qui sont en train de le suivre et lui, il se prend aussi un RKO et il finit plaqué contre le sol. Là, ça part en fight, on entend des cris, des coups, des lampes qui tombent, mais les voyageurs sont bien plus nombreux parce que je vous rappelle, il n'y a que 2 gardes. Ils se font très vite maîtriser et pendant que le guide principal maintient l'un des hommes au sol, Virginie, elle a le réflexe de se précipiter vers le guide qui est attaché, elle défait les cordes et en gros, elle le libère. Le guide respire difficilement, il a le visage couvert de blessures, mais au moins, il est en vie. Il dit quelque chose qu'elle ne comprend pas bien, un truc qui ressemble à « merci », mais il est tellement faible
qu'elle n'est même pas sûre d'avoir compris ça. Elle lui prend le bras pour l'aider à se lever, mais il n'y arrive pas. Alors ce qu'elle fait, c'est qu'elle reste accroupie près de lui en attendant que les autres finissent leur baston. Une fois les deux agresseurs totalement immobilisés, il les attache à leur tour et c'est seulement 35 minutes après que la police arrive. Bon, Virginie nous raconte que c'est assez particulier parce que nous, quand on appelle la police en ville, ils viennent avec des voitures normales. Sauf que là, ils voient des gros 4x4 arriver, il n'y a même pas de lumière. Pendant ce temps, le guide qui est blessé, il reprend peu à peu ses esprits. Virginie, elle essaye de lui parler pour pas qu'il tombe dans les pommes. Et quand les policiers arrivent enfin vers lui, ils le prennent en charge immédiatement. Ensuite, ils inspectent le camp, les bassines, les objets volés et ils identifient même certaines affaires d'autres voyageurs qui ont été signalés auparavant. Et en gros, ce que les policiers expliquent, c'est que visiblement, ces deux mecs qui attendaient, donc ceux qui ont probablement kidnappé le guide, eh bien ils opèrent depuis plusieurs mois et ce qu'ils font, c'est qu'ils s'en prennent à des groupes de touristes qui ne sont pas nombreux. Ils le font en pleine nuit dans des zones reculées et dans la majorité des cas, ce qu'ils font, c'est qu'ils volent simplement des affaires, mais malheureusement, parfois, ils enlèvent carrément des gens et leur technique, elle est relativement simple. C'est qu'ils enlèvent quelqu'un et s'il veut être libéré, il va falloir payer. Cette fois, ils ont cru que le guide qu'ils ont kidnappé était un touriste, mais ils ont vu qu'il se défendait et qu'il avait l'air de savoir qui ils étaient. Donc, les deux agresseurs se sont dit, mais ce guide, on peut pas le laisser repartir vivant parce qu'il en sait beaucoup trop sur nous. Il a vu nos visages, il sait qui on est, donc forcément, si on le laisse repartir, il va partir dans le camp, et nous, on est fini. Quelques dizaines de minutes plus tard, la police emmène les deux hommes qui sont menottés. Et pendant ce temps, Virginie, elle a une sorte de flash dans sa tête parce qu'elle repense à son propre camp. Et elle se dit que la première nuit, lorsqu'elle était en train de dormir et que tout le monde dormait, il y avait deux mecs qui rôdaient dans le camp, qui ont enlevé quelqu'un. Et elle se dit, mais c'est le guide qui a été kidnappé, mais à tout moment, ça aurait pu être moi. Elle se dit aussi que si elle n'avait pas pris l'initiative de sortir de sa tente en pleine nuit, d'aller suivre la trace qu'elle avait vue la veille pour potentiellement sauver le guide, il serait peut-être mort. Donc tout ça, ça lui bousille vraiment l'esprit et elle nous explique que cette histoire, elle s'est passée il y a plusieurs années, mais qu'encore aujourd'hui, elle est suivie par quelqu'un parce que ça l'a vraiment traumatisée. En soi, elle n'a pas vu quelque chose de choquant du style quelqu'un mort ou quoi, mais toutes ces pensées-là, le fait que peut-être le guide serait mort si elle n'était pas intervenue, ça lui a vraiment brouillé l'esprit et c'est ça réellement qui l'a traumatisée. Vous vous en doutez bien, vu que c'était le premier voyage solo de Virginie, il n'y en aura pas deux. En tout cas, ce n'est pas prévu, et encore moins pour une expédition en plein désert. Voilà, j'espère que cette première histoire vous aura plu, elle est assez particulière, mais elle est assez cool, elle change un petit peu. En tout cas, comme d'habitude, j'ai pris un réel plaisir à vous la raconter. Avant de passer à la deuxième histoire, toutes les personnes qui regardent cette vidéo qui ne sont pas abonnées, si ça vous dit, cliquez sur ce bouton, comme ça vous ne louperez aucune vidéo, et sachez que c'est le meilleur moyen de m'aider. Voilà, reprenez une petite boisson comme d'habitude, reposez-vous tranquillement, et on est parti pour la deuxième histoire. Cette deuxième histoire, mes amis, c'est celle de Samuel. Samuel, il a 26 ans et il bosse dans un entrepôt depuis à peu près un an. Et d'après ce qu'il nous raconte, c'est un endroit où tout le monde fait semblant d'être super soudé. Un peu comme un vrai esprit de famille, comme dit le patron. Sauf qu'en réalité, c'est complètement faux. C'est chacun pour sa gueule et les autres, on s'en fout. Le patron répète tout le temps qu'ils sont unis. Il organise des apéros et des soirées après le travail. Et le truc, c'est que si t'es pas présent durant ces apéros et ces soirées, on te reproche de pas être impliqué. Et en réalité, Samuel, il nous explique que pour lui, c'est simplement des heures de travail qui sont déguisés en trucs cool, alors que ça ne l'est pas du tout. Il nous explique qu'en fait c'est une entreprise où tout le monde joue un rôle, et ça, il n'en peut plus. Le pire, il nous explique que c'est le patron, il a toujours un grand sourire, il est beaucoup trop collant, et surtout il parle aux employés comme si c'était ses propres enfants. C'est le genre de type qui t'appelle mon grand, ma grande en pleine réunion, et Samuel ne supporte plus du tout cette mascarade, alors un matin, il craque. Déjà, il arrive au boulot avec un mal de dos absolument énorme, il est juste épuisé moralement et il se dit qu'il lui faut une pause, n'importe laquelle, même si c'est une journée ou deux. En arrivant, il regarde les escaliers du bâtiment et une idée extrêmement bête lui traverse l'esprit. C'est celle de simuler un accident. Un truc léger, rien de grave, mais juste assez pour faire croire qu'il a glissé, et il se dit qu'il n'a même pas besoin de jouer la scène, il suffit d'envoyer un message en expliquant que voilà, il s'est tout simplement blessé. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il sort son téléphone dans le couloir et il écrit à son patron. Il lui dit écoutez, je suis désolé, je me suis pété la gueule dans les escaliers ce matin, je me suis mal réceptionné, j'ai extrêmement mal au dos, donc je préfère rentrer. Bon, il nous fait la confession quand même qu'en appuyant sur le bouton envoyer, lui-même n'y croit pas à son mail. Il a même un peu honte, mais il se dit que franchement, c'est pas un crime, que tout le monde a déjà abusé un jour, et lui, il est tellement au bout du rouleau qu'il se dit que cette pause, il la mérite plus que quiconque. Son patron, il ne répond pas dans la minute, donc Samuel en déduit qu'il doit être occupé. Et il n'attend même pas sa réponse parce qu'il s'en fout un petit peu à vrai dire. Il va simplement récupérer des affaires qu'il avait laissées dans le vestiaire. Bon, il marche normalement, il parle 2 secondes avec un collègue et il lui dit écoute, je vais rentrer parce que je me sens vraiment pas bien. Pendant qu'il prend le bus pour rentrer chez lui, son patron voit le message et il fait en gros ce qu'il fait à chaque fois qu'un employé parle d'incident au travail. Il vérifie les images des caméras de surveillance parce que absolument tout est filmé et c'est quelqu'un qui adore contrôler. Et là, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il remonte la vidéo du matin. Il s'attend logiquement à voir Samuel tomber, se rattraper,
un truc crédible quoi. Sauf que non. Il voit Samuel marcher normalement, descendre les marches sans aucun problème. Il discute même avec un collègue et il repart comme si de rien n'était. Sur les images, vous l'aurez compris, il n'y a aucune chute, aucun signe qu'il se soit fait mal d'une quelconque façon. Donc son mensonge, il est flagrant. Évidemment, le patron se rend compte que Samuel a menti. Il a prétendu avoir un accident sur son lieu de travail alors que c'est complètement faux, ce qui est parfaitement illégal et tout à fait immoral. Samuel, il voit que son patron ne répond pas à son message, donc il commence à stresser un peu et c'est exactement à ce moment-là qu'il se demande « Mais merde !» J'ai pas regardé s'il y avait des caméras de surveillance. En fait, il n'avait tout simplement pas pensé à ça, c'est quelque chose qui lui avait complètement échappé. Lui, son seul objectif, c'était de se barrer, et c'est tout. Mais bon, tant pis, il est déjà chez lui, le message a déjà été lu par le patron. Et à vrai dire, il est content d'avoir gagné une journée de repos. Bref, il pense qu'il a réussi son petit plan et qu'il va juste se reposer, et il continue à croire que tout va bien. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le patron, il est parfaitement au courant qu'il lui a raconté du bullshit. L'après-midi se passe normalement, Samuel se repose, il se détend, il répond à quelques messages de collègues qui lui souhaitent un prompt rétablissement. Il dîne assez tôt et il se couche avec la sensation d'avoir repris un peu d'énergie et surtout d'avoir pu respirer un peu. Mais le problème, c'est que ce jour de congé, il ne lui suffit pas. Avant de se coucher, il nous explique qu'il prend rendez-vous avec son médecin en lui expliquant qu'il s'est fait mal au travail. Et son but, clairement, c'est de gratter encore quelques jours d'arrêt. Une fois que c'est fait, il va se coucher. Mais vers 2h du matin, il se réveille d'un coup à cause d'un son répétitif, un peu comme un sifflement qui est assez grave, et c'est juste devant sa porte d'entrée. Bon, Samuel, il a encore un petit peu la tête dans le cul, il reste figé dans son lit, il n'ose pas bouger, et le sifflement dure à peu près 30 secondes. Bon, à un moment, la fatigue reprend le dessus, du coup il se rendort. Après tout, est-ce que c'était la réalité? Est-ce que c'était un cauchemar ou un mauvais rêve? On ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il passe une plutôt bonne nuit. Le lendemain, en se réveillant, il essaye de se convaincre que c'était un voisin ou peut-être même un cauchemar, ou encore un enfant ou un bruit de vent ou n'importe quoi. Et après tout, il n'a pas vraiment le temps d'y penser parce qu'il faut se préparer pour aller chez le médecin. Parce que, je vous rappelle, il y a un arrêt à obtenir. Une fois arrivé chez le médecin, bingo, il n'y voit que du feu, il lui signe un arrêt de travail. Et vu que son entreprise se situe sur le chemin, ce qu'il fait, c'est qu'il va directement donner le papier à son patron. Il lui remet en main propre et évidemment, il fait genre de boiter, d'avoir mal au dos et d'être complètement blessé. Et il évite même le regard du patron qui, bizarrement, lui fait un sourire beaucoup trop long et beaucoup trop calme. Parce que quand un de vos employés vous amène un arrêt maladie, bah c'est pas forcément le premier réflexe qu'on aurait. Mais bon, Samuel, il se dit, vu que c'est un mec chelou, voilà, il se pose pas plus de questions. Avant qu'il reparte, son patron lui lâche une phrase et il lui dit « À très bientôt, Samuel. Faites attention à vous. » Cette phrase, Samuel nous raconte que ça lui fait froid dans le dos. Il sait pas comment l'expliquer, mais on aurait dit un peu une menace. Après, peut-être qu'il est fou, probablement, mais voilà, c'est bizarre. Samuel, il rentre chez lui, il se met dans son canapé, il regarde un petit film, et après ça, il en profite pour faire un peu de ménage, et surtout, pour se faire un bon petit plat. Concrètement, c'est la belle vie, il est payé, il ne travaille pas, il se fait à manger, il est chez lui, au chaud, donc tout va bien. Il va se coucher, encore une fois, assez tôt, et pendant la nuit, vers 2h du matin, comme la veille, Samuel est réveillé par un énorme bruit. Cette fois-ci, c'est pas un sifflement, c'est une sorte de gros claquement qui vient de l'extérieur de sa chambre. Bon, il se lève en sursaut, il ouvre sa fenêtre en panique, mais il n'y a personne. Il voit juste que quelqu'un a ouvert ses volets en bois, donc depuis l'extérieur, en plein milieu de la nuit, et cette personne, elle a tapé les volets tellement fort qu'il y en a un qui s'est à moitié cassé. Bon, la question c'est qui ferait ça et pourquoi? C'est quand même la deuxième fois consécutive où il y a un bruit qui le réveille en pleine nuit. Donc là, clairement, Samuel, il commence à être pas très bien. Quelques jours passent, l'arrêt de travail de Samuel est terminé. Alors, il y a un moment, il faut retourner au travail. Il retourne bosser, il tente d'agir normalement, mais le patron, il capte qu'il est différent. Il a toujours ce très grand sourire lorsqu'il fixe Samuel et ça le fait un peu flipper. Parce qu'il peut pas s'empêcher dans sa tête de se dire, mais putain, peut-être qu'il sait la vérité, peut-être que je me suis fait cramer. Et peut-être qu'il va même se venger. Du coup, Samuel, il évite de croiser son regard parce qu'à chaque fois qu'il le fait, il sent une sorte de pression. Littéralement, il se fait dessus et c'est pas très agréable. Sa première journée de travail après son arrêt se passe très bien, personne ne parle de son arrêt. Donc Samuel se dit voilà, c'est bon, c'est passé comme une lettre à la poste et tout le monde s'en fiche. Le soir, il rentre enfin chez lui, il mange vite fait et il essaye d'occuper son esprit. Mais il y a quelque chose qui le tracasse. Ces sifflements, ces volets ouverts et claqués en pleine nuit. Il se dit que peut-être encore une fois c'est un rêve, ou que peut-être qu'il est trop stressé avec le travail ou quoi. Mais au moment de se coucher, il tourne dans son lit pendant près d'1 heure, et quand il finit enfin par s'endormir, ça recommence. Cette fois, il entend des pas sur son palier, des pas très lents qui avancent doucement. Donc Samuel, il est figé, il ne respire presque plus, parce que les pas, il entend qu'ils s'arrêtent juste devant sa porte d'entrée. Il ne bouge pas d'un poil, puis à un moment, il entend un coup sec, comme si quelqu'un posait sa main sur la porte. Là, il y a quelques secondes qui se passent avant qu'il ose se lever pour aller vérifier, et quand il regarde par l'œillet de sa porte, il n'y a personne. Bon, voilà,
c'est un peu compliqué comme situation, il retourne dans son lit, malheureusement, il n'arrive pas à se rendormir. Et le lendemain matin, alors qu'il est à moitié en train de dormir, à moitié réveillé, son téléphone sonne, et sur l'écran, il voit le nom de son patron. Samuel répond, en étant un petit peu sceptique, il se demande pourquoi est-ce qu'il l'appelle si tôt le matin, et il nous raconte que sa voix, elle est étrangement douce, un peu comme s'il parlait à un enfant qu'on veut rassurer après un cauchemar. Il commence par lui demander comment va son dos, s'il se remet bien, s'il est sûr et certain que c'est bon pour reprendre le travail et que ce soit pas trop tôt. Donc Samuel, il répond assez vaguement en étant très mal à l'aise. Puis, à un moment, le patron prend un ton un petit peu plus lent, et il lui dit quelque chose qui va lui glacer le sang. Il lui dit « Au fait Samuel, je voulais juste te prévenir qu'il y a quelques années, un ancien employé a simulé un accident de travail. Et malheureusement, ça s'est mal terminé pour lui, mais vraiment très mal. » Samuel, en entendant ça, il ne dit rien, il reste là avec le téléphone collé contre l'oreille et il entend très clairement que ce n'est pas une anecdote pour faire genre, c'est un message qu'il veut lui faire passer, ou plutôt une menace ou un avertissement. Donc il se dit, soit j'avoue que j'ai menti maintenant parce que c'est une bonne opportunité, ou alors je reste en mode non, je suis tombé, je me suis blessé, etc. C'est la deuxième option qu'il choisit parce qu'après tout il ne sait même pas si ça changerait quelque chose de lui avouer. Donc il lui dit ouais, c'est con pour cet employé. Son patron rigole et lui dit parfait, repose-toi bien. Là, il raccroche. Ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, on est dimanche. Donc pourquoi son patron se permet de l'appeler déjà très tôt le matin, mais encore plus un dimanche? Et pourquoi est-ce qu'il lui dit ça au téléphone? C'est bizarre. Enfin bref, toute la journée, Samuel réfléchit à tout ça, son esprit tourne en boucle. Et surtout, il se demande bien qui était cet ancien employé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et surtout, est-ce que son patron vient bel et bien de le menacer ou de lui dire qu'il va payer pour avoir menti? Ça, on ne sait pas encore. Le soir, Samuel se dit qu'il doit se calmer et il essaye de se forcer à croire qu'il s'imagine des choses et que même un patron tordu ne peut pas aller jusqu'à faire du mal ou à menacer un employé comme ça. Donc, il essaye de penser à autre chose. En se rendant dans la cuisine, il se rend compte qu'il y a un truc qui sent extrêmement mauvais, c'est la poubelle, donc il décide d'aller la sortir. Il descend les escaliers de son immeuble, il arrive devant. Dans le hall, il y a une petite lumière assez faible, mais suffisante pour voir où il met les pieds. Il descend les marches, une par une, mais à un moment, il se tord la cheville. Bon, il n'a pas le temps de se rattraper, malheureusement, il finit par terre. La poubelle s'est renversée partout, enfin, ça sent la merde, c'est terrible. Et lorsqu'il reprend un peu ses esprits, il regarde la marche et il voit quelque chose de brillant. C'est quelque chose qui, je sais pas, on dirait un liquide, un peu comme de l'huile. Et au même moment, en haut des escaliers, il voit une silhouette assez flou qui le regarde. Là, le truc c'est qu'on ne sait pas si, vu la violence du choc, c'est une hallucination ou si c'est la réalité. Bon, dites-vous que notre ami, il est complètement sonné, il pense reconnaître une posture, mais en même temps, il se dit j'hallucine, parce que cette posture et la forme du visage de cette silhouette, c'est clairement mon patron. Mais qu'est-ce que viendrait foutre mon patron dans mon immeuble un dimanche? Là, le choc était tellement violent que Samuel, malheureusement, il perd connaissance. C'est 20 minutes plus tard qu'il est retrouvé par une voisine, couché par terre avec la tête en sang. Il respire difficilement, alors elle appelle une ambulance. Et celle-ci, elle arrive au bout de quelques minutes. Les secouristes le prennent en charge, ils le transportent en urgence. Et à l'hôpital, on lui diagnostique une commotion très sévère, carrément plusieurs hématomes et un traumatisme crânien, donc il reste sous surveillance. Quand les enquêteurs viennent lui parler, Samuel lui raconte toute la vérité. Il le raconte, en fait, cette histoire d'arrêt maladie qu'il a inventé parce que son travail ne lui plaît plus, que son patron l'emmerde, mais qu'à partir de cet arrêt de travail, tout a basculé. Il le raconte ces nuits où il a entendu des bruits devant sa porte, devant sa fenêtre, les sifflements, les volets qui s'ouvrent depuis l'extérieur, et il dit, mais c'est bizarre parce que ces volets, ils se sont ouverts tout seuls, ils se sont claqués, il y en a même un qui est cassé, sauf que j'habite au 3e étage, donc comment est-ce que c'est possible? Il leur explique aussi que son patron l'a clairement menacé au téléphone et qu'aujourd'hui, il est tombé dans ses propres escaliers parce qu'il a glissé sur quelque chose, c'est pas accidentel, mais plutôt c'est volontaire et c'est quelqu'un qui a fait en sorte qu'il tombe. Les policiers prennent la déposition de Samuel, mais ils lui disent qu'aucune trace d'huile ou de liquide glissant n'a été retrouvée sur les marches. Donc, cette histoire, c'est bizarre. Samuel, lorsqu'il entend ça, il comprend direct que lorsqu'il était inconscient, la personne qui a fait ça, elle a pris soin de tout nettoyer pour qu'il n'y ait absolument aucune preuve. Après son témoignage, les policiers vont directement interroger le patron de l'entreprise pour savoir s'il a un alibi. Sauf que, quand Samuel apprend ce qu'il a raconté, il tombe des nues. En fait, son patron a un alibi en béton parce qu'à l'heure de la chute de Samuel, il était en réunion, en visioconférence. Donc, ce n'est tout simplement pas possible que la silhouette que Samuel a vue, ce soit lui. Bon, là, le patron, on est d'accord, il a un alibi parfait parce que la réunion, elle a été en plus de ça enregistré. Et en plus, il y a plusieurs témoins, donc il n'y a aucun moyen de prouver qu'il a quitté son taf pour aller mettre de l'huile ou je ne sais quoi. Donc, on ne peut tout simplement pas l'accuser. Samuel, au fond de lui, il reste avec la certitude que ce n'est pas un accident. Est-ce qu'il a raison ou pas?
on va le découvrir. À l'hôpital, il n'arrive pas à dormir. On lui dit qu'il a eu beaucoup de chance parce qu'une chute comme celle-ci, si on tombe sur la tête, c'est terminé. À un moment, en fait, les policiers concluent qu'il s'agit d'un accident domestique, que personne n'est intervenu. Et en entendant ça, Samuel, il a envie de tout fracasser. Mais bon, malheureusement, il est vraiment bien amoché. Il n'a aucune force à mettre là-dedans pour les convaincre que potentiellement c'est le patron. Donc, il abandonne. Il reste quelques jours en observation, shooté par les médicaments. Et il essaye de comprendre comment est-ce qu'il a pu voir son patron, enfin sa silhouette, en haut des escaliers juste avant de perdre connaissance. La seule théorie qui lui vient en tête, c'est qu'en fait ce n'était pas son patron, mais que lui-même a envoyé quelqu'un d'autre pour faire le sale boulot à sa place. Et cette idée, elle lui tourne en boucle dans la tête, et dès qu'il sort de l'hôpital, il commence à faire des recherches parce que c'est hors de question de ne pas connaître la vérité. Sa première idée, c'est d'en savoir plus sur cet ancien employé dont le patron lui a parlé. Malheureusement, il ne connaît pas du tout son nom, donc ce qu'il fait, c'est qu'il trouve des personnes qui ont travaillé dans cette entreprise sur les réseaux sociaux. Il leur envoie des messages et au début, ils répondent vaguement. Puis dès qu'il mentionne cette histoire de mec qui a fait semblant d'avoir un accident de travail, eh bien, les deux anciens employés deviennent bizarres. L'un d'entre eux lui répond simplement « Écoute, je ne veux pas être mêlé à ça, laisse tomber ». Et c'est précisément ce genre de phrase qui n'arrête pas du tout Samuel. Au contraire, ça lui prouve bel et bien qu'il y a eu un truc pas net et qu'il faut découvrir de quoi il s'agit. Du coup, notre ami, il se met en mode Joe l'inspecteur et il récolte le plus d'informations possible. Il remonte des vieux posts, des articles locaux, des vieux commentaires et après plusieurs heures d'enquête, un nom ressort enfin. C'est un certain Lucien qui visiblement est mort il y a quelques années, mais les circonstances de sa mort sont particulières. Visiblement, il a chuté dans les escaliers de son immeuble, la chute a été mortelle et ça a été classé comme un accident domestique. C'est exactement mot pour mot le même scénario et les mêmes circonstances que ce qu'il a vécu. Donc Samuel, il continue de chercher et à un moment, il tombe sur un blog qui visiblement était tenu par le fameux Lucien. C'est en gros le truc qui est très moche où il y a que du texte et il y a un post qui raconte qu'en gros il n'allait pas bien depuis quelques mois. Il évoquait d'avoir la sensation d'être harcelé au travail, d'avoir quelqu'un qui le suivait ou quelqu'un qui le surveillait et qu'on tournait autour de son appartement. Ça, mes amis, ça ressemble exactement à ce que Samuel est en train de vivre. Samuel, il pose son téléphone et il reste immobile plusieurs minutes parce qu'il n'arrive même pas à se rendre compte de ce qu'il vient de lire. Là, il a toutes les preuves sous ses yeux pour pouvoir porter plainte. Et c'est comme si l'histoire de ce fameux Lucien se répétait sur Samuel. Le lendemain matin, lorsqu'il se réveille, Samuel va dans son salon et il remarque que des objets ont bougé. C'est bizarre, mais avec les temps qui courent, il le prend vraiment très au sérieux. Il sent qu'il ne s'agit pas d'un cambriolage parce qu'après tout, rien n'a été volé. Mais il y a un détail minuscule et invisible qui va lui prouver que c'est bel et bien le cas. Parce que le tiroir où il range ses clés habituellement, il est entrouvert alors que lui, il le laisse systématiquement fermé. Samuel, il comprend que tant qu'il reste dans cette entreprise, dans cet appartement ou même dans cette ville, eh bien, il n'est tout simplement plus en sécurité. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'à ce moment précis, il prend une décision radicale. Il annonce à ses parents qu'il quitte son travail et qu'il quitte la ville définitivement. Il n'envoie même pas de mail au patron pour lui dire qu'il démissionne parce que clairement, il en a rien à secouer. Et il se casse de là le plus vite possible. Il sait que, vu qu'après sa chute, il est resté en vie, il a malheureusement pas succombé à ses blessures, et bien que probablement le patron ne va pas s'arrêter là. Donc, il se barre. Sauf que, même si Samuel déménage, il ne veut pas en rester là, car c'est hors de lui, c'est pas possible que quelqu'un comme ça soit en liberté. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il porte plainte contre son patron et il explique tout ce qu'il a trouvé sur le blog et globalement toutes les informations qu'il a trouvées concernant ce fameux Lucien. Samuel, il déménage extrêmement loin dans une autre ville pour essayer d'oublier toute cette histoire. Il change de numéro, il change d'adresse mail et il essaye tant bien que mal de se reconstruire petit à petit. Ce n'est que quelques mois plus tard qu'il a des nouvelles de la police pour lui dire que son patron a été arrêté pour homicide volontaire sur un de ses employés. Bon, on ne lui donne malheureusement pas vraiment de détails, par contre, il sait une chose, c'est que grâce à lui, grâce à son travail de recherche, son patron a été mis hors d'état de nuire et qu'il ne s'en prendra plus à ses employés. Ils ont pu carrément remonter au meurtre de Lucien des années plus tôt et qu'ils ont pu prouver par A plus B, on ne sait pas exactement comment, mais que c'était bel et bien lui qui l'a tué. Son patron a été condamné pour meurtre et Samuel, il est soulagé parce que même s'il a déménagé, il pouvait pas s'enlever de la tête que probablement qu'un jour, une nuit dans son sommeil, quelqu'un viendrait le buter. On est d'accord, s'endormir avec cette sensation, j'ai envie de dire, c'est pas forcément la meilleure des choses. Ou du moins, c'est pas la meilleure technique pour passer une excellente nuit. Voilà, mes amis, c'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai trouvé extrêmement intéressante, surtout à la fin. Parce qu'en fait, dans une affaire, il y en a une deuxième, celle de la mort de Lucien. En tout cas, si vous avez aimé la mécanique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous et toutes les personnes, toi là, qui regardes cette vidéo sans être abonné, je te vois. Ne crois pas parce qu'il y a un objectif dans ma caméra que je te vois pas. N'hésite pas à t'abonner, comme ça tu louperas absolument aucune vidéo. Et comme ça, tout le monde est content. Voilà, mes amis, c'était l'une des dernières vidéos de l'année. Je crois qu'il y en a encore 2 après celle-ci. Et puis après, on passera en 2026. Dans tous les cas, passez un joyeux Noël, profitez bien de vos proches, passez de bons moments avec. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un épisode. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin. Ciao tout le monde.